Marche demain samedi dans la ville de Sia pour dénoncer la situation sécuritaire et la présence des forces étrangères au Sahel. Le temps est donné par la COPABF, la coalition des patriotes africains section Burkina Faso. Une marche qui connaîtra la participation du leader de l'ONG Urgence panafricaniste Kémy Séba, vous l'entendrez. Et la date de demain est historique. Elle rappelle les événements sociopolitiques d'octobre 2014 qui ont fait fuir l'ex-président Blaise Compaoré. Mais l'anniversaire de l'insurrection populaire est amer chez les blessés. Leur association menace de colère si le président du Faso ne prend pas ses responsabilités. La BIP compte toujours des blessés qui ont besoin de soins urgemment depuis 7 ans. Et puis des archéologues du Burkina et d'ailleurs ont rendez-vous du 3 au 6 novembre prochain à Ouagadougou. Ce sera en marge du 17e colloque international de l'Association ouest africaine d'archéologie. Les détails de l'organisation dans un instant. Voilà qui fait la une de l'actualité. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Cela dit, une coalition d'organisations de la société civile prépare une marche pour demain samedi dans la ville de Sia à Bobo-Dioulasso. Cette marche vise à dénoncer la situation sécuritaire et la présence des forces étrangères dans le Sahel. C'est une marche qui est organisée par la coalition des patriotes africains section Burkina Faso COPABF. Kémy Séba, le président de l'ONG Urgence panafricaniste, soutient la manifestation. Il a foulé le sol burkinabé hier et dès son arrivée, il a animé une conférence de presse sur cette manifestation. Nous l'écoutons au micro de Abdoulaye Kinda. Les patriotes du Burkina Faso a décidé d'organiser une mobilisation, cette mobilisation à Bobo-Dioulasso. Elle part du principe que souvent, et c'est la politique coloniale, en Afrique, notamment francophone, tout est centralisé. Et la population, qui pourtant peut être massive en dehors des capitales, est souvent mise de côté. Et donc ils ont fait un choix qui ne m'appartient pas, qui est extrêmement courageux, de dire que cette fois-ci on va éviter de faire quelque chose comme on le fait tout le temps, parce que c'est la facilité, tout le monde peut le faire à Ouagadougou, mais qu'on va essayer de faire quelque chose du côté de Bobo-Dioulasso. On attend, d'après les dires, d'après ce que j'ai cru entendre, un certain nombre de gens, et apparemment des autorités, elles-mêmes sous pression d'autres autorités exogènes, étrangères, seraient très frileuses à l'idée de voir une grosse mobilisation se faire. Nous rappelons une chose, le Mali qui est dans une situation bien plus difficile que le Burkina Faso sur le terrain militaire, sur le terrain des attentats, sur le terrain des tentatives de déstabilisation, a pris une dynamique aujourd'hui, et nous félicitons profondément Assimi Goïta, visant à laisser la société civile s'exprimer, parce que la société civile est le poumon de nos sociétés africaines. C'est important de le dire. Et moi je reste convaincu que le président Roch-Marc Kaboré est quelqu'un qui aime la souveraineté. Mais je reste aussi convaincu qu'il est entouré de gens au sein du gouvernement qui aiment moins cette souveraineté et qui aiment beaucoup plus l'oligarchie française. Et je pense que tant qu'il y aura ces scansions à l'intérieur de l'entourage du président, tant qu'il y aura la capacité des autorités françaises de pouvoir faire pression sur l'entourage du président, alors que le président lui-même est, à mon sens, quelqu'un qui aime profondément l'Afrique, on se retrouvera dans une situation qui pourra être compliquée, mais nous serons là en tout cas samedi matin. Et nous ferons pacifiquement, comme toujours, nos mobilisations. Partout où nous allons, nous réunissons un certain nombre de gens. Et nous continuerons sur ce terrain-là samedi prochain, ce samedi matin. Et je pense qu'il faut être capable de discuter avec toute nation qui veut un avancement pragmatique et concret vis-à-vis de la situation des populations aux 4 coins du monde contre le terrorisme. Mais j'insiste et je répète, et je demande à ce que la presse le répète, parce que souvent c'est certains propos qui sont sortis de leur contexte, le seul messie de l'Afrique, ça ne sera jamais Poutine, ça ne sera jamais le président chinois, ça ne sera jamais le président d'Iran ou autre, ça sera les Africains eux-mêmes. Et la marche de demain se tiendra dans un contexte qui marque l'anniversaire de l'insurrection populaire au Burkina Faso. Ce week-end, donc, commémore les événements sociopolitiques de 2014 qui ont emporté le pouvoir de l'ex-président Blaise Compaoré. Mais 7 ans après ces événements, des blessés souffrent toujours dans leur chair. Ils sont aujourd'hui 50 blessés qui ont besoin urgemment de soins et 200 autres qui ont besoin de suivi.
Une situation que regrette l'association des blessés de l'insurrection populaire. Cette association était face à la presse pour décrier cette situation. Elle a menacé de colère si le président du Faso ne prend pas ses responsabilités. Le point avec Fatih Sankara. 7 ans après l'insurrection populaire qui a emporté le régime Compaoré, c'est toujours le désarroi chez les familles des personnes décédées et les blessés. La déception est profonde. Des blessés, des veuves et des orphelins sont rangés dans les oubliettes. L'État piétine lui-même des textes qu'il a fait voter et l'autorité du chef de l'État est remise en cause par ses ministres. Les ministères de l'action sociale, ce n'est pas un bon ministère. Il y a beaucoup de ministères même que le président doit... Il n'a qu'à ouvrir l'œil parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé au temps de Blaise, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est une vérité. Nous savons bien que le pays fonctionne mal. Comment voulez-vous qu'un président du Faso va prendre la décision, donner à son ministre, on a formé une commission, regardez, videz tous les dossiers au niveau de l'action sociale, faites les carnets de santé pour les enfants, faites les carnets de santé pour les veuves, faites les carnets de santé pour les blessés. Tout ça là, ça a été, on faisait partie de la commission que nous avons commencé le travail. Après, nous avons validé. Madame la ministre de l'Action sociale a pris classé dans le tiroir. Et puis c'est tout. Alors, ce sont les recommandations du président du Faso. Pourquoi on l'a laissé? On devrait la licencier. Parce qu'il n'y a pas deux présidents. C'est les enfants qui sont tombés pour qu'eux tous ils puissent venir maintenant commencer à nous voler. Et là, non, on dit non. Et non, c'est non. Comment voulez-vous qu'un président du Faso va dire, voilà, faites ça pour les enfants, faites ça pour les... Et puis vous prenez, vous bloquez 7 ans. Alors qu'en attendant, voilà aujourd'hui beaucoup d'enfants ne partent plus à l'école. D'autres sont en train de mourir. Nous voulons que la décision soit prise maintenant et tout de suite. Sinon, on va se fâcher. Pour éviter que les familles des victimes et les blessés se fâchent, il faut régler ces urgences. En réalité, il y a la justice qui use. Mais vous avez aussi les blessés qui sont là, il y a plus de 600. Si vous prenez les sélections populaires et puis le coup d'État manqué, il va y avoir à peu près 600 et quelques. Mais est-ce qu'on doit attendre quand quelqu'un va mourir qu'on va aller le déterrer pour venir maintenant le soigner? Donc ça urge. Les enfants qui sont là, ils ont besoin de soutien. Ça urge. Ceux qui ne partent plus à l'école, qui devraient aller à l'université aujourd'hui, qui sont là dans la rue, qui sont là en train de traîner, ça urge. Les indemnisations. Tout ce que nous avons demandé, aider les familles des martyrs. On ne demande pas plus. Ceux-là qui portent toujours les stigmates de l'insurrection populaire se demandent s'il est nécessaire de commémorer officiellement les martyrs sans répondre à leurs préoccupations. On peut commémorer d'une autre manière. Les orphelins sont là, ils ne partent pas à l'école. Les veuves sont là, ils souffrent. Et nous, on dit non, on commémore. C'est comme on commémore. Allez-y, déposer les armes et fleurs là et puis dire bon, une minute et c'est fini. Ça, ce n'est pas la commémoration. Pendant que les orphelins souffrent, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Pendant que les veuves sont là, ils sont obligés de se débrouiller, peut-être pour pouvoir se nourrir. C'est honte quand même pour le peuple burkinabé. Le président Roch devrait au moins avoir l'obligation, ne serait-ce qu'un devoir moral, de résoudre ce problème avant son départ. Pour l'heure, 50 blessés ont impérativement besoin de soins et plus de 200 doivent être suivis. Déception des familles des martyrs de l'insurrection populaire et selon cette association, la déception sera encore plus grande si Maître Gilbert Noël Ouedraogo vient à siéger à la Haute Cour de justice. Les familles des victimes et les blessés de l'insurrection populaire de 2014 ne veulent pas le voir siéger à la juridiction qui a en charge le dossier judiciaire les concernant puisque, explique-t-il, le Maître Gilbert Noël Ouedraogo est présenté comme juge et partie. Il ferait partie des acteurs qui ont contribué à mettre le feu au Burkina Faso. Écoutons le président de l'association des familles des victimes de l'insurrection populaire, Victor Poaoulabou, au micro de Fatih Sankara. Nous voyons vraiment avec un mauvais œil de voir qu'il va maintenant venir pour faire partie des juges, pour juger les gens. Non, nous, les familles de victimes, on n'est pas contents. Même à son temps, ils avaient leur association, c'est quoi, organisation qu'on appelle CODER. Ils ont cherché à nous rencontrer. Nous, on a dit, on ne peut pas rencontrer ceux qui ont tué nos enfants. Ce n'est pas possible. Parce que si Gilbert, à son temps, avait refusé de donner ses députés à Blaise, peut-être qu'il n'allait pas avoir le courage même d'aller.
d'aller jusqu'à ce que tout le peuple burkinabé, une partie sont sortis dit non, il y a une partie qui n'est plus retournée à la maison. Et Gilbert fait partie. Et nous, on n'est pas d'accord, nous ne sommes pas des juges, mais nous savons bien que c'est mal vu. S'il peut se retirer, qu'il se retire dès maintenant. Sinon, je pense qu'il n'y aura pas de justice. Si la justice doit fonctionner comme ça, je pense que le Burkina Faso, la justice n'est pas indépendante. Si elle est indépendante, elle doit savoir pourquoi il y a eu l'insurrection populaire. L'insurrection populaire est venue par rapport à la dictature que nous avons tous reçue ici par Blaise Compaoré. C'est comme si Blaise revenait pour juger les gens ici. C'est exactement la même chose. C'est comme si François Compaoré est revenu pour juger les gens au Burkina Faso. Donc, je pense que Gilbert n'a pas sa place là-bas. Il peut être avocat pour défendre des gens. Mais fait partie de la haute cour de justice, nous, les familles de victimes, on est indignés. Parlons à présent du procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Actuellement, c'est la pause à la salle des banquets de Ouaga 2000. Hier, l'audience a été suspendue. Elle reprendra le mardi 2 novembre prochain. Le troisième accusé, Nabonswende Ouedraogo, était à la barre. Il succède à Idrissa Sawadgo et à Yamba Élisée Ilboudo. Nabonswende Ouedraogo est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État et d'assassinat. Au moment des faits, il était donc de la sécurité rapprochée de Blaise Compaoré. Devant le tribunal, Nabonswende Ouedraogo et Idrissa Sawadgo ont plaidé non coupables. Ils ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés. Retour sur l'audience d'hier avec Mireille Ouedraogo. Deux accusés étaient à la barre au procès Thomas Sankara ce 28 octobre. Il s'agit de Idrissa Sawadogo et Nabonswende Ouedraogo. Caporal au moment des faits, Idrissa Sawadogo a nié les charges de complicité d'assassinat et d'attentat à la sûreté de l'État qui pèsent contre lui. Il raconte que le 15 octobre 1987, il se trouvait à son poste de garde au Conseil de l'Entente. C'est de là qu'il a reçu l'ordre de l'adjudant Yacine Kafando vers 15h30 d'aller renforcer les éléments de garde au domicile de Blaise Compaoré. Idrissa Sawadogo affirme y avoir pris la garde jusqu'à 17h où il a entendu des coups de feu qui provenaient du Conseil de l'Entente. Après cela, il décide de se rendre au chevet de sa mère souffrante au quartier Tanguin avant de revenir prendre la garde au domicile de Blaise Compaoré. De là, il dit avoir rejoint le Conseil de l'Entente. Après s'être présenté à Yacine Kafando, ce dernier lui a demandé de repartir à son poste. Idrissa Sawadogo, deuxième accusé à la barre, dit ne pas avoir été complice de la tuerie du 15 octobre 1987. L'autre accusé à la barre ce 28 octobre, c'est Nabonswende Ouedraogo. Soldat de première classe au moment des faits, il a raconté au tribunal qu'il était de garde au pied à terre de Blaise Compaoré au sein du Conseil de l'Entente. Personnellement, les événements m'ont surpris. Je n'étais au courant de rien, a-t-il répondu au président du tribunal avant d'indiquer qu'entre 15h et 16h, il était en tenue de sport en compagnie de deux autres soldats, Porgosita et Yugbari, prêts à aller au sport de masse qui avait lieu tous les jeudis soirs. Il dit avoir vu Yacine Kafando et des hommes embarqués dans un véhicule. Et c'est quelques instants après qu'il a entendu des coups de feu. Et comme il y avait des tirs, il raconte s'être mis à l'abri et ne saurait être complice de la tuerie du 15 octobre 1987. Rappelons que le premier accusé appelé à la barre, Yamba Élisée Ilboudo, a pourtant déclaré que Nabonswende Ouedraogo faisait partie des 3 militaires qui ont embarqué à l'arrière de son véhicule pour aller au Conseil de l'Entente sur instruction de l'adjudant Yacine Kafando. Rendez-vous donc mardi prochain pour la suite du procès. Signalons qu'hier à l'audience, le président du tribunal a dressé la liste de passage des accusés. Le général Gilbert Noël, le général Gilbert Djendjiri plutôt, passera dernier. Il sera donc entendu dernier au cours de ce procès.
Le 17e colloque international de l'Association ouest-africaine d'archéologie se tiendra du 3 au 6 novembre prochain à Ouagadougou. Ce sera à l'université Joseph Kizerbo. Les archéologues du Burkina qui accueillent ce colloque pour la 3e fois étaient face à la presse pour décliner les grandes articulations de l'organisation. Les détails avec Daouda Yamego. Archéologie ouest-africaine, facteur de cohésion sociale face aux défis sécuritaires, tel est le thème du 17e colloque des archéologues de l'Afrique de l'Ouest. Initié par l'Association ouest-africaine d'archéologie AOA, ce colloque scientifique va réunir plus de 150 experts pour des communications, des expositions d'objets archéologiques et une excursion sur le site de granit de Lango. Selon le président du comité d'organisation, Dr Lassina Koté, le thème est d'actualité. Les archéologues aimeraient discuter sur l'archéologie en temps de crise. En d'autres termes, nous savons que la vie humaine, depuis les origines de l'humanité, est sillonnée de conflits, de paix, etc. Chacune de ces actions a une répercussion sur la conservation des vestiges auxquels les archéologues seront confrontés. Et quand nous regardons l'actualité actuelle, surtout au Burkina et dans la sous-région, l'insécurité peut justifier le fait que nous voulons travailler sur cette thématique de l'archéologie en période de crise. Parce qu'avec tous les déplacés qu'il y a, toutes les explosions qu'il y a, nous ne savons pas exactement quel est l'impact de ces situations sur la préservation des vestiges. D'une façon plus générale, il peut même arriver que certains vestiges soient détruits par l'action de ce terrorisme-là ou de cette phase d'insécurité. Donc en y réfléchissant, ça nous donne les moyens de trouver éventuellement des dispositions, des stratégies pour préserver le plus possible, pour sauvegarder ce qui peut l'être. C'est ce qui justifie cette thématique de l'archéologie en période de crise. L'Association ouest-africaine d'archéologie est créée depuis 1976. Elle vise entre autres à consolider les liens entre les archéologues et promouvoir les études en archéologie en Afrique de l'Ouest. Parlons éducation à présent. Le maire de la commune de Tanguène-Dassouri, à la sortie ouest de Ouagadougou, a procédé à l'ouverture de la conférence pédagogique annuelle 2021-2022 des enseignants de la circonscription d'éducation de base de son ressort territorial. Les acteurs du monde éducatif réfléchissent à de nouvelles méthodes et techniques pédagogiques en vue de faciliter l'éducation des élèves. Chérif Boukari Dianda nous en dit plus. C'est en présence des directeurs et chefs de service de la commune de Tanguène-Dassouri que le maire de la commune, El Hadj Lassane Ekiem Touré, a ouvert la conférence pédagogique annuelle 2021-2022. Le maire Lassane Ekiem Touré dit être au service des enseignants. Je resterai toujours disponible, même au-delà de la mairie. Je crois que la déontologie du métier demanderait à ce que je reste toujours fidèle en vous. Et je le serai jusqu'à ma dernière demeure. Monsieur l'inspecteur, c'est vrai que les choses ne sont pas souvent simples. Les gens pensent que tout est possible dans l'immédiat. Non, tout est organisationnel, tout est programme, tout est budget. Mais le peu qui peut être fait sera fait. La question de l'éducation reste large. Elle est dimensionnelle. À telle enseigne, nous avons besoin de s'unir, main dans la main. Nous avons besoin de s'unir avec le même esprit pour réussir en tout cas ces grands défis de l'éducation. Donc, monsieur l'inspecteur, je déclare ouvert en tout cas votre conférence. Repartis en 7 sites de travail, les enseignants échangent sur la réforme curriculaire comme thème principal et sur la nouvelle approche pédagogique intégratrice API comme sous-thème. L'inspecteur chef de la circonscription d'éducation de base de Tanguène-Dassouri explique le choix de ce thème. Il faut dire que c'est dans la dynamique des réformes du système éducatif que le ministère a jugé nécessaire de donner les tenants et les aboutissants de cette réforme-là. C'est une réforme qui est très importante. Il faut donc qu'il, en tant que premier acteur de l'éducation, qu'il s'en imprègne et qu'il en fasse vraiment les chevilles ouvrières d'une éducation de qualité.
Les enseignants ont profité de cette occasion pour présenter leurs préoccupations au maire. Il s'agit entre autres de problèmes d'équipement de salles de classe en table, bancs et chaises, la réhabilitation de certaines latrines et surtout la délimitation des domaines scolaires qui est un véritable casse-tête chinois pour les enseignants. Retour à Ouagadougou, l'acte 3 du Festival international des communautés de la CEDEAO, c'est à partir de ce soir au quartier Bisguin de Ouagadougou. Les couleurs de cette troisième édition s'annoncent grandioses avec plusieurs activités au menu, dont un panel sur la culture et l'intégration des communautés de la CEDEAO. Fatih Sankara, précision. Cela fait 2 ans que l'Organisation pour l'intégration et le développement durable, qui est une association portée par des jeunes, œuvre pour le brassage intercommunautaire des pays de la CEDEAO. Et c'est à travers le Festival international des communautés qui est à sa 3e édition cette année. L'objectif même du festival, là, c'est de réunir plusieurs communautés sur une même place pour communier ensemble à travers plusieurs activités. Pour les communautés de la CEDEAO, c'est vraiment de les réunir pour qu'on partage plus d'expérience. C'est sûr qu'au Burkina, on a beaucoup de choses à apprendre toujours et aussi ils ont besoin de ce que nous on a ici comme connaissances, comme échange culturel. Voilà. On a essayé de convoquer presque tous les ambassades aussi. Il n'y a pas d'intégration sans culture. Il n'y a pas de développement aussi sans intégration. Pour cette 3e édition du Festival international des communautés de la CEDEAO, qui ouvre ses portes ce vendredi, les organisateurs ont voulu faire les choses en grand. Des innovations ont été introduites avec plusieurs activités. Il y a un village communautaire au rue Massan. Et dans la soirée, on prévoit de faire de l'animation musicale de différentes communautés résidant au Burkina. On a une compétition de pétanque qu'on prévoit de faire pour ces activités, pour ces 72 heures qui se traînent au terrain de Bisguin. Mais avant, un panel sur la culture et l'intégration, base d'un développement durable de la CEDEAO, a réuni 2 panélistes, des organisateurs et leurs convives. Direction à présent Abidjan en Côte d'Ivoire où 32 chefs d'entreprise issus de différents pays renforcent leurs capacités pour mieux gérer leurs affaires. Ils ont reçu une formation professionnelle grâce à MDE Business School. Cette 11e promotion avait en son sein un Burkinabé en la personne de Ibrahima Salogo, directeur général de l'entreprise EGECOB. La sortie de promotion a eu lieu samedi dernier à Abidjan. Retrouvons notre correspondant Boukali Zango. MDE Business School a pour but de donner aux entrepreneurs, grâce à un encadrement de haut niveau, des bons outils face aux nombreux défis que rencontrent les entreprises. Ce samedi 23 octobre a eu lieu la cérémonie de graduation des participants de la 11e promotion à Abidjan au Palais du Congrès de l'Hôtel Ivoire. C'était au total 32 chefs d'entreprise des pays différents qui ont bien voulu renforcer leurs capacités personnelles et professionnelles. Ibrahima Salogo, directeur général de l'entreprise EGECOB, donne les raisons de sa participation. Il y a le monde qui change. La nature change, ce que nous appelons tous le changement climatique. Donc, les hommes aussi doivent changer. Et c'est ce changement qui m'a poussé à aller à MDE, puisque nos entreprises, aujourd'hui, on parle de l'innovation et on parle aussi du numérique. Donc, il faut y rentrer. C'est-à-dire quoi? Il faut y entrer, tout simplement, pour pouvoir améliorer et affronter aussi la nouvelle technologie. Donc c'est ça qui m'a mené à MDE. Durant 8 mois, les participants ont géré le temps entre leurs entreprises et le centre de formation à la recherche du savoir. Mais je crois que c'est déjà la première problématique et c'est cela qui nous aide déjà à nous organiser. C'est déjà la première formation. Comment avoir une vie de famille, une vie d'entreprise et être en formation. Donc quand tu as réussi à trouver le bon équilibre, c'est déjà un début d'apprentissage. Nous avons eu 8 mois de formation. Voilà, 8 mois de formation.
J'avoue que c'était pas simple, c'était pas facile, c'était vraiment très difficile. Vu qu'il y a plusieurs classeurs que tu dois lire, où il y a plusieurs cas, que tu dois tout faire comprendre les cas. Ishaka Kindo, entrepreneur burkinabé en Côte d'Ivoire, s'intéresse. Alors donc en tant qu'entrepreneur, c'est très intéressant que je puisse venir regarder. Alors le frère Salgo qui sort de la 11e promotion, mais pourquoi nous pas la 12e promotion? Des responsables d'entreprise s'apprêtent déjà pour la 12e promotion. Avant de nous quitter, prenons des nouvelles du Tour du Faso qui est à sa 33e édition. C'est parti depuis ce matin pour cette compétition à vélo. C'est le ministre des Sports et des Loisirs qui a donné le top départ. La première étape longue de 125 km a été courue entre Banfora et Bobo-Dioulasso en 2 heures 56 minutes 43 secondes. Le Belge Wouters Rutger est arrivé premier. Il est porteur du maillot jaune de classement au temps et du maillot vert de classement au point. L'Algérien Saïd Nassim, deuxième. Et à la 5e place vient le Burkinabé Aruna Ilboudo. La deuxième étape est prévue demain. Elle va se courir entre Bobo-Dioulasso et Dédougou. Elle est longue de 171 km. L'édition de 2021, démarrée ce matin, va se jouer pendant 10 jours, soit jusqu'au 7 novembre prochain. Elle connaît la participation de 15 équipes venues de 13 pays différents. Le Burkina Faso, pays organisateur, a 3 équipes qui vont défendre les couleurs nationales, tous donc derrière les étalons cyclistes pour la victoire. Et c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite d'avoir un très bon après-midi en compagnie de Savane TV.